deux scénarios qui sont présentés par des établissements. Alors, il y a un premier scénario que je vais vous présenter qui a comme objectif... Alors, nous allons redescendre sur Terre un petit peu plus près des considérations de beaucoup de collègues. Nous allons vous présenter... Enfin, je vais vous présenter ce que nous faisons dans notre établissement en utilisant Visual Studio pour faire le démarrage de la programmation objet, en utilisant un certain nombre d'outils, de facilités, etc., qui sont proposés par l'environnement de développement. Bien. Donc je suis dans un établissement de l'Académie de Créteil, à Aulnay-sous-Bois, et puis nous avons dans notre établissement 3 classes de SEO, de 24. Donc on a quand même un public assez vaste, et nous avons plusieurs enseignants, et donc on a une section et demie qui est orientée SLAM en fait au bout du premier semestre, et sur cette section et demie il y a 2 enseignants qui interviennent, c'est ma collègue Gilda Speno et puis moi, et c'est sur la base de notre expérimentation qu'on vous propose cette petite présentation. D'accord ? Alors, un préalable, c'est je ne sais pas exactement où vous en êtes. N'hésitez pas à dire que je dois aller un peu plus vite, etc. Disons que c'est pas une présentation technique, c'est pas une présentation technique, c'est une présentation à vocation didactique. C'est-à-dire comment on peut utiliser l'environnement Visual Studio, quelles questions on peut se poser, et quels outils nous fournit l'environnement de développement à ces réponses. Voilà. Il faut que je tienne le micro parce que sinon ça n'enregistre pas, mais ça m'est particulièrement pénible. Alors, hein? C'est pour que ce soit enregistré qu'il faut que je parle dans un micro. Voilà. C'est ça le contrat. Alors, le premier point, donc, c'est la réflexion didactique qui nous a amené cette expérimentation. D'abord, toute rénovation nous amène à revisiter nos enseignements. Ça fait des années que j'enseigne la programmation objet, concrètement. Hein. J'ai les 2e années depuis longtemps. Il se trouve que j'ai été amené à me poser d'autres questions, de nouvelles questions, notamment parce que j'avais plus de temps. En 2e année, on a peu de temps, il faut leur expliquer plein de choses, il faut qu'ils comprennent plein de notions, et c'est souvent un obstacle aux enseignements, et plutôt un obstacle parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut faire vite. Et donc, le fait qu'on a une spécialisation précoce fait qu'on a un peu de temps, même si on ne se rend pas compte que peut-être on perd du temps par rapport à ce qu'on devra faire en 2e année. Mais comme c'est le début de la rénovation, bon, on en tirera les conséquences plus tard. Donc la rénovation rend plus précoce la découverte de la programmation objet. C'est par ailleurs un obstacle aussi. C'est un obstacle didactique parce que les élèves, en fait, ne maîtrisent pas la programmation procédurale quand ils commencent la programmation objet. Et ça, c'est un obstacle. Et bien, il faut en tenir compte. Le dernier point que je dis, c'est que ça peut être une chance, puisque ça permet de revisiter peut-être nos séquences d'apprentissage. Alors, je commencerai par aborder la manière dont on enseigne traditionnellement la programmation objet, comme je l'ai fait, comme je le faisais avant, comme je le faisais encore cette année, à mes 2e années. Il y a beaucoup de ressources qui en parlent. Voilà, par exemple, un sommaire d'un livre que j'ai pris au hasard, hein, et qui présente donc les notions qui doivent être connues à la fin de la lecture du livre. Donc, on présente une approche orientée objet, on présente les classes, on fait une introduction à un langage, on fait l'héritage, les relations, etc., etc. Donc ce sommaire, il est très très classique. Des livres comme ça ou des sites comme ça, il y en a pléthore. Voilà. Donc
problème, c'est qu'effectivement, c'est qu'on n'écrit pas un livre avec nos élèves. Hein. Ce qu'on veut, c'est que les notions puissent être... Alors là, je reprends pour schématiser, on prend des exemples de la vie courante. Souvent, dans leur vécu des élèves, on dit une classe, c'est... on part des objets, en général, il y a une voiture, une personne, ça possède des propriétés et ça agit. Et puis après, on présente son conteneur, qui est la classe. Et puis après, on demande, ou on écrit avec les élèves, les specs, le code de la classe qui réalise des spécifications qui sont proposées. Voilà le scénario classique de l'apprentissage de la programmation objet. Donc, comme le livre. Hein. Et puis après, on prend deux classes, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, cette démarche, elle part des concepts. Elle part de concepts d'objets, concepts de classe. Et puis après, on rentre dans le concept de classe et on commence à coder les classes. Et en fait, on ne se pose pas le problème des obstacles que les élèves vont rencontrer dans les apprentissages. Et on ne part pas en fait de ces obstacles. On décline l'enseignement comme on lirait un livre pour un public informé, pour un public plus ou moins expert. Alors, je vais essayer de résumer plusieurs obstacles. Voilà, c'est un raté. C'est un obstacle. Et je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose. Le premier obstacle, c'est qu'il est assez difficile, en fait, de fabriquer un produit, en l'occurrence une classe, qu'on ne connaît pas, qui ne nous est pas familier, qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. C'est dans nos apprentissages, ou dans notre métier d'apprenant, une particularité. Je veux dire que dans d'autres enseignements, quand on fait des études de bâtiment, quelque niveau que ce soit, les élèves, ils savent à peu près ce sur quoi ils vont travailler. Ils en connaissent les services, ils savent à peu près comment ça marche. Pas comment ça marche plutôt, mais à quoi ça sert. Pareil pour celui qui est mécanicien auto. Donc ça, c'est un premier obstacle, c'est le fait de manipuler des choses dont on ne connaît pas exactement le rôle ni les services. Alors, Bertrand Meyer, il a inventé une métaphore qui propose une méthode d'enseignement, un patron d'enseignement concernant la programmation objet. C'est la métaphore, c'est la métaphore du client-fournisseur. La notion de classe, en fait, elle peut être vue au moins de deux manières. D'une part, il y a celui qui l'utilise, ce qu'il appelle, lui, le client de la classe, et dont il connaît les fonctionnalités, et dont son rôle à l'élève, c'est de respecter son contrat, c'est-à-dire ses spécifications. Pour être concret, les arguments. Pour être concret, ce qu'elle fait, ses spécifications. Dans notre langage, c'est son interface.
Donc cette posture de client, et il y a une deuxième posture qui est la posture du fournisseur, celui qui définit le contrat de la classe, la signature et le code. Il y a donc le client de contrat et le fournisseur du contrat. Dans la plupart des apprentissages, on commence par enseigner en mettant l'élève dans une posture de fournisseur de contrat. La classe a des spécifications et l'élève doit écrire les spécifications associées à la classe. Ça, c'est la posture traditionnelle, celle qui est du livre. Alors, le livre dont je parle, qui date, c'est celui-là qui est toujours en vente et qui aborde d'autres choses que l'enseignement de la programmation objet, qui aborde les concepts même de la programmation objet, mais qui fait un long chapitre sur son enseignement, puisque c'est un enseignant du supérieur. Donc l'idée, c'est de mettre l'élève dans une posture de client avant de le mettre dans une posture de fournisseur. Donc quel est l'avantage? C'est qu'on va, par exemple, faire vivre l'encapsulation aux élèves pour de vrai, pas pour de faux. C'est-à-dire qu'on va leur fournir, on le verra tout à l'heure, on va leur fournir des classes, des objets dont ils ne pourront pas voir l'intérieur et pour lesquels ils seront obligés de respecter le contrat. Donc, vivre l'encapsulation, comprendre le contrat, les spécifications, savoir respecter les contrats en tant que client, ça, ce sont, disons, les objectifs au niveau de l'enseignement. Le deuxième obstacle, alors celui-là, il est vrai, quel que soit le type d'enseignement qu'on mène, enfin de programmation, que ce soit dans la programmation procédurale ou la programmation objet. C'est qu'on demande aux élèves de réaliser plusieurs cas d'utilisation. Il doit être développeur et il doit être... Et alors, quand il est développeur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit développer une classe. Il doit utiliser la classe dans un programme appelant. Donc, il a les deux rôles de client-fournisseur dont Bertrand Meyer parle. Éventuellement, on peut spécialiser ce cas d'utilisation. La classe, ce n'est pas dans un programme appelant, mais c'est dans un environnement de test. Et puis, il a le rôle d'utilisateur final. C'est celui qui lance le programme et qui regarde ce qui se passe. Voilà les postures qu'on demande à l'élève de tenir. Et vous avez dû vous rendre compte, lorsque vous enseignez la programmation, en quoi ce mélange des genres est un problème. Ils ne savent plus où ils sont. Écrivent-ils une classe? Appellent-ils une classe? Quelles sont les spécifications qu'ils ont à respecter? Ont-ils un contrat à réaliser? Ou sont-ils devant leur écran qui regardent comment l'application se déroule? Bon. Alors, l'idée, c'est, dans un premier temps, de simplifier les cas d'utilisation. Simplifier les cas d'utilisation, dans un premier temps, si on commence par mettre l'élève dans une posture de client de classe, il va le faire dans un programme qui va appeler, ou alors spécialisant, enfin cas d'utilisation spécialisé, dans une classe, dans un environnement de test, que dans un environnement de test. Donc on simplifie, et éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, on lui fera jouer la posture de l'utilisateur final, mais ce n'est pas obligatoire. Hein? Ça, c'est les deux gros obstacles que nous avons envisagés. Et il y a quelques obstacles un petit peu plus fins, techniques, propres à la programmation objet. C'est le problème de l'encapsulation. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait que c'est la première fois qu'il voit qu'il y a des permissions d'accès et que tout n'est pas accessible. Bon. Et un deuxième obstacle, alors il y en a d'autres plus fins, hein, c'est le problème de la distinction entre la déclaration et la création.
Alors ça, cet obstacle entre la déclaration et la création d'un objet, hein, il perdure. Il perdure très longtemps si on n'est pas très vigilant. Oui. Oui, oui. Alors, je fais référence plutôt à la distinction entre la déclaration d'un objet, d'une référence, et puis la création. Hein. Il est vrai qu'il y a quelques années, les élèves étaient moins sujets à ce type de confusion parce qu'on enseignait le C en première année et on enseignait les pointeurs. Aujourd'hui, ça ne se fait plus et donc on est obligé d'utiliser quelques artifices pédagogiques pour leur faire comprendre que c'est ça, mais sans leur dire que c'est exactement ça. Mais bref, être très vigilant sur cette distinction entre la déclaration et la création. Alors, passons donc à l'apprentissage. Il faut donner une définition à la classe, puisque ils vont être amenés à l'utiliser. Alors, nous l'avons défini comme un type complexe, et dont les objets rendent des services. On a été très attaché au terme de service, méthode étant une implémentation de service. Mais disons que la classe, elle rend des services, et c'est des objets qui rendent ces services. Et on utilise la notation pointée, là pour être technique, pour appeler un service. Voilà. Voilà une définition claire, enfin, je ne sais pas si elle est claire, mais elle est simple, et elle est construite autour de la notion de service de classe. C'est-à-dire que la notion de données, champ, attribut, n'est absolument pas envisagée, dans un premier temps. Nous fournissons, par exemple, nous avons commencé par fournir aux élèves une classe IP, adresse IP, et les spécifications que nous leur avons fournies concernent uniquement les services qui sont rendus. Ils n'ont aucune idée des champs qui la composent. Encore une fois, là, ils vivent l'encapsulation, ils n'ont accès qu'à ce qui est public. Alors, on fournit les spécifications de la classe IP, par exemple celle-ci, et on indique que ce sont des services rendus. Alors, nous faisons aussi, bon, comme probablement tout le monde, une présentation précoce du diagramme de classe. Bien évidemment, ce diagramme de classe, il est édulcoré, il est limité à la présentation de ses services. Et les champs arriveront simplement quand ils vont être producteurs. Hein. Mais en tant que consommateur, en tant que client, ils n'ont pas à voir les champs de la classe. Alors, nous avons fait aussi un choix, alors qui est un peu un choix, qui est de masquer la construction des objets derrière un instancieur statique. Hein. Ce qui fait que on évite, enfin à notre avis, on évite aux élèves toute la tuyauterie des constructions avec les new. Hein. Et ça correspond d'ailleurs à l'idée que l'on va leur inculquer sur la distinction entre une méthode de classe et une méthode d'objet. Qu'est-ce que c'est qu'une méthode d'objet? C'est une méthode qui est réalisée par un objet. Et pourquoi elle est réalisée par un objet? Parce que l'objet lui-même, il impacte le service qu'il rend. Tandis qu'une méthode de classe peut être réalisée par la classe entière parce que n'importe quel objet ferait le même boulot. Voilà. Et donc, la construction des objets, on peut se demander, enfin, il n'est pas illogique, dans un premier temps, d'en faire un instancieur statique, puisqu'il joue le rôle, puisque c'est la classe qui est fournie à la demande des objets. Bon, c'est un choix qu'on a fait, voilà. Donc, ce qui fait que dans les premiers temps, ils ont affaire à un instancieur statique, voilà, qui crée. Alors, quelle classe utiliser pour le début? Alors, on a hésité. Est-ce qu'on utilisait ceux du framework? On aurait pu utiliser ceux du framework, ceux qui existent. À notre avis, ils fournissaient trop de services et surtout, ils ne pouvaient pas apprécier tous les services. Hein. Quand ils ont un datetime qui a 15 méthodes et un string qui en a 35,
ils envisagent que quelques services, mais ils n'en voient pas exactement la délimitation précise. Donc, nous avons plutôt choisi d'utiliser des classes dont les élèves pourraient apprécier tous les services. Et ensuite, deuxième raison aussi, c'est on avait l'intention, c'est de leur faire coder ces classes-là. Donc, ils appréciaient les services et après, ils allaient développer ces classes. D'accord. Alors là, après, c'est... Ouais, c'est ça. Alors, dans Visual Studio, alors c'est peut-être de la redite pour... Oui, pardon, c'est pas encore là. Donc, dans Visual Studio, nous utilisons systématiquement des DLL qui masquent l'implémentation. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, nous documentons le code. Nous documentons systématiquement le code qu'ils utilisent. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, ce que je vais montrer ne leur apportera rien. Est-ce la peine de faire... Est-ce que tout le monde connaît la création de DLL, la documentation et la gestion d'un projet utilisant une DLL documentée? Oui, oui, ça veut dire oui, quoi? Vous connaissez? Tout le monde connaît? Oui? Oui, oui. Par rapport à l'encapsulation, ça veut dire qu'à chaque fois que vous écrivez les accessoires sous forme de méthode, vous n'utilisez pas Les les propriétés propriétés au sens C#. Non. Non. Oui. Donc ça veut dire qu'après coup, il faut un temps pour revenir là-dessus. En fait, moi, ce que je pense avoir juste, c'est que les noms des accessoires Oui, oui. quand à l'intérieur, il y a véritablement une logique Oui, oui. pour signifier au Oui. développeur que Oui. là, c'est une expression. Ouais. C'est-à-dire que, enfin, on s'est posé la question, est-ce qu'on montre attribut, champ, méthode et propriété? Bon, il nous a semblé que dans un premier temps, ce n'était pas nécessaire. Et disons que c'est quand même une invention, entre guillemets, très Microsoft, hein, qui n'existe pas, à ma connaissance, dans beaucoup d'autres langages, si ce n'est aucun. Et d'autre part, en quoi c'est un handicap? Alors, il y a des moments du développement Visual Studio où c'est handicapant, ou notamment quand on veut sérialiser. Quand on veut sérialiser, on a besoin de propriétés. Quand on veut binder des listes, on a besoin de propriétés. C'est tout à fait vrai, c'est handicapant parce que Microsoft, il travaille souvent avec des propriétés. Et quand il n'y a pas de propriété, il ne fait pas le job. D'accord. C'est vrai que il y avait ça, d'une part il y avait ça, et d'autre part la facilité de ne pas utiliser, la simplicité plutôt, de ne pas utiliser les propriétés. Alors pour documenter, c'est très simple. Là voilà une classe IP, donc qui est dans une bibliothèque, hein, dans une bibliothèque qui est simplement un projet, comment dire, un projet de classe, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Quand vous ouvrez un projet, vous faites un projet de classe, et puis l'environnement est exactement le même, sauf que vous ne pouvez pas, bien évidemment pas lancer l'exécution. Vous ne pouvez pas lancer l'exécution, puisque c'est une DLL, qui n'a pas d'entrée. Alors, pour documenter, c'est très simple. Il suffit de faire 3/, et vous avez les balises qui sont générées automatiquement.
qui sont générés automatiquement, indiquant ce qu'on veut mettre et qui va apparaître. Donc là, c'est retourne un objet. De la classe. Voilà. On pourrait ici, dans le paramètre, ajouter un commentaire genre premier argument. Etc. D'accord. Alors, si, donc, etc., je peux commenter, donc je commente tout ce que je veux commenter, de la même manière, donc avec les 3 slash. Il me fournit un patron de documentation, excusez-moi. Et pour générer la documentation, la documentation elle va être générée dans un fichier XML. Et pour lui demander de générer cette documentation dans un format XML, on est obligé de le dire explicitement, sinon il ne le fera pas. Dans la génération, ici je coche simplement fichier de documentation XML. Voilà. Il suffit ensuite que c'est générer propriété. Je suis là. Pardon, projet, propriété de lib IP. Propriété de lib IP. Et donc j'indique simplement que je lui demande de générer, en fait je lui demande simplement de générer un fichier XML. D'accord? Alors ça c'est la documentation, celle qui va servir aux développeurs. Et si je compile, donc j'ai d'une part des warnings qui sont dus au fait que qui me dit tu as commencé à documenter mais tu n'as pas terminé. Donc il y a plein de méthodes où la classe elle-même n'est pas documentée. Hein. D'accord? Si je vais voir dans Semila, je crois, voilà, vous avez donc ici le fichier XML qui est généré. Ce fichier XML généré, bien évidemment, vous pourriez après le modifier à la main, hein, puisqu'après, si après vous pouvez, si vous voulez l'utiliser, on verra comment on l'utilise dans l'intelligence, mais si vous voulez l'utiliser dans à d'autres occasions, on verra tout à l'heure un produit qui fait de la documentation HTML ou MSDN, Sandcastle, mais là vous pouvez le modifier. Bien évidemment, ce n'est pas modifié dans le code. Enfin, ça ne modifie pas le commentaire du code, évidemment. Mais c'est un fichier XML comme un autre. Voilà. Donc là, j'ai fabriqué ma DLL. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'utiliser. Donc là, je crois que c'est un projet vide. Alors, en même temps qu'il se lance, je dois prendre la précaution dans la librairie que j'ai générée de prendre les 2 fichiers et les placer voilà. Oui, j'aurais pu pointer sur le fichier de l'autre répertoire. Alors ensuite, pour utiliser cette DLL, c'est simple. Vous allez voir l'explorateur de solutions
Et là, dans les références, vous lui ajoutez une référence qu'il devra parcourir. TPIP, c'est pas là. Ah si, c'est là, j'ai mis là. C'est ça. Voilà. Et là, vous avez accès à la bibliothèque. Alors, si on fait un test, alors pour simplifier les saisies, il vaut mieux faire un using, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous aimez les noms à rallonge, vous pourriez ici utiliser le nom du namespace d'abord, hein, enfin le nom de la bibliothèque qui se trouve dans le projet de la librairie. Je crois que c'est libip, voilà, très bien, il nous donne. Voilà. Et ce qui fait que ici, on a accès ici donc à la construction d'un objet IP. Le cache, il n'est pas prêt, donc il faut attendre. Et puis je vais avoir accès à l'intelligence, voilà, à l'intelligence qui va me retourner la documentation de cette méthode getInstance. D'accord ? J'en profite pour dire deux, trois trucs qui sont peut-être qui sont utilisés probablement, que vous utilisez, mais pas forcément. Regardez. Au niveau des règles de nommage, au niveau du codage, pardon, des règles de codage, vous avez une petite icône qui est mettre le document en forme, qui vous indente le code si c'est mal fait. Hein. Donc, utilisez cette facilité-là de l'environnement. Vous avez deux autres choses qui sont très intéressantes. C'est le refactoring. Alors, c'est le refactoring, voilà. Le refactoring de code, où si je fais par exemple IP3, là par exemple, il va me demander ici de refactorer et il va le refaire. Alors ça marche, là c'est un peu trivial parce que c'est la ligne en dessous, mais ça marche dans tous les fichiers de l'assembly. Hein. Sinon on peut le refaire à la main là. Voilà. Renommer et puis il le fait. Hein. D'accord ? Mais là vous avez cette petite icône qui vous le fait. Donc il faut habituer les élèves, ce que je veux dire c'est qu'il faut habituer les élèves à revenir en arrière, enfin là c'est l'environnement qui gère la mise à jour, mais si jamais ils ont à modifier le nom de variables, etc. Ne pas hésiter, le nom de classe, etc. Et puis utiliser donc aussi la mise en forme automatique. Troisième chose que je voulais vous montrer pendant que je suis là, c'est la génération de signatures de méthode. Hein. Très souvent dans la démarche qu'on a proposée aux élèves, qui est une démarche de client-fournisseur, hein, démarche de client-fournisseur, quand ils ont à écrire des méthodes, on leur demande d'abord, indépendamment des tests, on y revient tout à l'heure, mais on leur demande d'écrire d'abord des appels des méthodes, hein, plutôt que d'écrire le code des méthodes. Pourquoi est-ce que c'est plus facile, c'est mieux de les mettre d'abord dans cette posture-là? C'est parce que quand ils font un appel de méthode, ils voient les ressources dont ils peuvent disposer. Ils ont les variables, etc. Donc, ils font l'appel de méthode en fonction de leur environnement local. Tandis que quand on leur demande d'écrire une signature de méthode, eh ben, là, il faut qu'ils cherchent quel argument. C'est plus compliqué. Hein. Et ils sont, encore une fois, là, c'est la même démarche, c'est client avant d'être fournisseur. Alors, par rapport à ça, il y a un truc qui est très sympa, que beaucoup connaissent sûrement. Là, par exemple, si j'ai écrit affiche IP, d'accord ? Comment ? Qu'est-ce qu'il me dit là ? Refactory.
Non, 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 c'est pas ça. Attends, excuse-moi, c'est parce que... Non. Non, c'est bon? Ah oui, oui, ok, ok. Oui, c'est parce qu'il y a une erreur. Excusez-moi. C'est parce qu'il y a une erreur, donc ça arrête le travail du compilateur qui génère... bon. Bref, là, vous avez... Non, c'est pas ça. Hein? Voilà. Générer le stub. Voilà. Et là, il génère donc l'interface de la méthode. Hein. Que vous soyez à cet endroit-là du code, ou que vous soyez dans un code appelant une méthode, par exemple. Hein. D'accord? Donc, ce sont des petits outils qui facilitent bien la tâche des élèves. Alors, donc sur la documentation, utilisation de la classe IP, c'est fait, voilà. Donc un premier bilan. Le premier bilan, c'est quoi? C'est que normalement, les élèves ils peuvent repérer les services d'une classe, à l'aide notamment de l'aide contextuelle. Ils sont capables d'identifier le service à utiliser. Et les élèves, ils doivent respecter le contrat d'utilisation d'une méthode. Ça, c'est les premiers objectifs à partir de ces séquences-là. Alors, après, donc, on est toujours dans un scénario de client de fonction. Le scénario se complique. Nous avons plusieurs classes à proposer. Alors, on a travaillé sur deux contextes, enfin, pseudo-contextes, cas plutôt. C'est d'une part une classe bibliothèque, une classe conteneur bibliothèque, qui contient quoi? Qui contient et des auteurs et des livres. Alors ça, c'est les méthodes. Voilà le diagramme de classe qu'on présente aux élèves. Il n'y a pas de relation entre les classes, bien évidemment. Il n'y a pas de relation entre les classes, puisque les relations doivent être implémentées par des attributs, par des champs, mais ils ne connaissent pas les champs. Donc, il y a simplement des services, par exemple, getAuteur qui retourne auteur, getAuteur qui retourne auteur. Ils n'ont pas besoin de savoir comment se fait le lien entre le livre et l'auteur. Ils savent simplement, c'est que l'auteur retourne, getAuteur retourne l'auteur du livre, etc. Sur la bibliothèque, ils ne connaissent pas les relations en interne. Ce qu'ils savent simplement, c'est les services que rend la classe bibliothèque. D'accord? Alors, par exemple, par rapport à cet apprentissage, qu'est-ce que les élèves ont à faire? On leur fournit un projet dans lequel, enfin la plupart du temps, on leur fournit tous les projets. Ils n'ont pas à créer un projet. Enfin, ça évite de perdre du temps. Voilà. Donc ils ont une classe, ils ont un programme appelant là, et puis ils ont un patron. On leur fournit un patron de menu. Hein. Ce patron de menu, que vous voyez, qui est classique, et ils vont être amenés à écrire des appels, à écrire des fonctions, qui vont afficher tous les auteurs, afficher tous les livres, etc., etc. Alors, ça, c'est un premier point. Il n'y a rien de nouveau hein, par rapport à ça. Par contre, pourquoi est-ce qu'on leur fournit le code? C'est parce qu'on voudrait que les élèves travaillent directement avec des données nombreuses. Et en l'occurrence, la bibliothèque, elle est capable de servir à partir de la lecture d'un fichier XML, mais ça, c'est complètement transparent pour eux, ils ne le voient pas. Elle est capable de servir une centaine d'auteurs et puis... une centaine de livres, et une cinquantaine d'auteurs, hein, sans qu'ils aient rien à voir. Donc ils vont utiliser les services en s'apercevant que la classe bibliothèque, elle rend des services. Elle est capable d'afficher, quand ils font affiche auteur avec simplement une boucle, ça leur affiche, je sais pas, 50 auteurs. Hein. Et ça, évidemment, enfin, pour eux, c'est transparent. Mais simplement, c'est qu'on ne travaille pas avec des scénarios d'école. Bon, c'est un scénario d'école, certes,
mais où il y a une donnée qui se bat avec une autre donnée. Bien, démo de VS, bon ça je vous montre pas, c'est pareil. C'est pareil. La bibliothèque, elle est fournie, c'est une DLL. Hein. Donc ils intègrent la DLL à leur projet. La DLL qui contient la classe livre et la classe auteur. Et cette DLL, elle charge le fichier XML et non, et la bibliothèque aussi. Bon, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Alors, les premiers apprentissages. Donc les élèves, ils envisagent les classes comme des fournisseurs de services. Un objet rend un service. Voilà, c'est la notion de... Un objet d'une classe rend un service. Une classe peut rendre un service si tous les objets de la classe peuvent rendre le même service. C'est une définition un petit peu particulière qu'on a trouvée pour définir pourquoi on distingue des services de classe et des services d'objets. Et en fait, leur préoccupation leur préoccupation algorithmique, dis donc, elle est de trouver la classe qui fournit le bon service. Voilà, à chaque fois, ils ont des classes qui rendent des services. Bon, il faut trouver les bonnes classes qui vont rendre les bons services. Et pour utiliser un service, il faut respecter son contrat. Ils ne connaissent toujours pas le mot classe. Non. Ils ont utilisé des... Ils n'ont pas vu. Alors, deuxième temps, pour situer un petit peu, je dirais, j'ai pas exactement... Je dirais que ça nous a pris un mois, cette première partie-là. Hein, un mois. Près. Oui, c'est pour l'option SLAM. C'est-à-dire que, oui, c'est pour l'option SLAM parce que nous n'avons pas pu mener ce que nous avions prévu de faire en interacadémique au mois de juillet, c'est-à-dire d'amorcer l'enseignement objet, la programmation objet dans l'enseignement SI4. Donc les collègues n'ayant pas commencé encore l'enseignement objet, donc ça a commencé en fait directement en SLAM 2. Ça a commencé en SLAM 2 en fait. Non, bien sûr que non, j'ai pas dit ça. Non, bien sûr, oui. Alors, passer du client au fournisseur, utiliser une classe dont ils ont utilisé les services. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'utiliser une classe dont ils ont utilisé les services. En l'occurrence, par exemple, ça sera la classe IP. C'est la première classe qu'on leur a montrée. Alors, on a eu d'autres classes comme ça, classe, je ne sais plus quoi, horaire. Et une classe qu'avait fait Pierre Loiset, l'ensemble de caractères. Très sympathique. Et puis, là maintenant, donc, ils vont écrire du code. Alors, effectivement, il y a une partie définition. Là, on est obligé de définir les mots champs, niveau d'accessibilité, méthode d'objet, méthode de classe et constructeur. Alors les règles qu'on impose, c'est l'utilisation systématique de ZIS. C'est-à-dire la règle, c'est on n'a pas le droit de faire un appel de méthode infixé. On n'a pas le droit de faire un appel de champ infixé. C'est interdit. Et deuxième règle, pourquoi c'est parce que c'est pour leur montrer, enfin le problème de la programmation objet, c'est toujours c'est pas toujours, mais c'est aussi un problème de se situer dans le code. Quand ils ont à gérer plusieurs classes, ils ne savent pas très bien quels sont leurs droits. Et donc c'est pour leur montrer qu'ils sont dans cette classe et s'ils font un appel de méthode, eh bien cette méthode doit être préfixée, doit forcément être préfixée par un objet ou par une classe. Ça, on n'en discute pas, c'est obligatoire. Je signale un truc. Quand on fait du PHP et qu'on intègre la programmation objet, on est très perturbé par ce truc-là. C'est que, enfin, pas moi, enfin, parce que c'est systématique, mais vous êtes obligé de mettre des is partout, parce que sinon il fait appel à des fonctions qui n'ont pas de...
qui n'existe pas, puisque vous mélangez à la fois de la programmation objet et de la programmation qui n'est pas objet. Donc là, c'est impératif. Impératif. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, séparer la déclaration d'un objet de sa construction, hein, c'est-à-dire interdire l'écriture suivante. Celle-là, voilà, mais écrire en 2 lignes. Hein. Moi, je sais que j'ai toujours des deuxièmes années, enfin, peut-être plus tellement, mais qui, à chaque fois qu'il se déclare, à chaque fois qu'il déclare, il crée. Hein. Et ça, c'est véritablement un obstacle, hein, le fait qu'ils comprennent quand est-ce qu'on crée des objets. Des fois, il faut les construire, des fois, il ne faut pas les construire. Bon. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est pas systématique, mais tu sais que le mimétisme des enseignants de la part des élèves, il est important. Et donc, si toi, tu prends la précaution systématiquement de ne pas mélanger ta ligne, eux, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Et si tu insistes en disant il ne faut pas le faire, eh bien, bon, s'ils sont gentils, comme c'est le cas chez nous, bah, ils le font pas. Ils le font pas. Nous n'avons pas intérêt, parce que c'est un vrai problème. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. Si tu veux. Alors, deuxième, donc nous sommes, je rappelle, on est là dans la partie qui aborde la production de code. Enfin, ils sont toujours à produire du code, mais la production de code de classe. Et pour ça, on a utilisé un outil, enfin pas un outil, mais on a un environnement qui est présent dans Visual Studio. On s'est refusé en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez des cas d'utilisation, mais à dégager le cas d'utilisation où l'élève il est utilisateur final. Là. Quand il va écrire du code, quand il va commencer par écrire du code, il ne sera jamais utilisateur final, il écrit la classe, il écrit le code de la classe et il teste la classe. Voilà. C'est tout ce qu'il fait. Enfin, c'est un choix et je revendique parce que les difficultés des élèves, nous n'avons pas d'élèves, nous avons des élèves brillants, mais nous avons des élèves aussi qui ne sont pas très brillants et qui confondent beaucoup de choses. Et par exemple, l'impact du concept d'affichage et de saisie, il est très très lourd. Il est très très lourd. Enfin, je veux dire, les effets dévastateurs d'un scénario d'utilisateur de programme par rapport à leur écriture de code, il est très lourd. Il est très lourd. Ils confondent tout. Quand ça retourne, ça doit afficher. Quelque chose qui n'affiche pas ne fait rien. Enfin, ça, c'est un proverbe élève. Et bon, tout ça, c'est. Donc là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'affichage. Hein. Il n'y a aucun affichage, il n'y a aucune saisie. Il n'y a qu'un environnement de test. Oui, vas-y. Jusqu'à présent, on est peu confronté à ça parce qu'on leur fournit toujours un patron d'interface. Alors l'idée par rapport à ça, c'est pour l'écriture du code, c'est de fournir les tests avant le code. Alors,
fournir les tests avant le code. Alors, on pourra peut-être avoir une discussion intéressante sur la place du test unitaire dans les enseignements. Qu'est-ce qu'on peut exiger des élèves concernant les tests unitaires? Et la réponse, elle n'est pas évidente, en fait. Alors, donc on fournit, par exemple, en ce qui concerne la classe IP, on fournit des tests. Donc, les tests sont écrits, enfin, par nous. Voilà. Et puis, eux, ils doivent passer les tests. Alors, c'est un petit côté, bon, c'est pas à mourir de rire pour eux, mais c'est un côté un petit peu sympathique de faire progresser le nombre de points rouges qui apparaissent quand rien n'est rempli, quand rien ne marche. Donc, un test par méthode et un nom extrêmement signifiant sur le nom du test. Alors, excuse-moi. Les élèves, actuellement, ils savent, ils connaissent le mot classe, ils connaissent le mot, les modificateurs d'accès privé public, et ils savent écrire une méthode de classe, la signature. Ils savent écrire une méthode de classe. Oui, une classe, oui. Classe. Alors, dans l'environnement Visual Studio, les choses se font très simplement. Là, j'ai repris ma classe IP. Bon, c'est une autre version, elle est documentée. Et pour générer un projet de test, il suffit de demander. Enfin, j'ai cliqué simplement sur la fenêtre. Et là, il me demande quel type de test je veux faire, enfin quel test je veux faire, d'accord? Et je coche ou je décoche ce que je veux décocher. Si je mettais tout, il fait tout. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Et donc, là, je suis dans le projet de test. Alors, si on regarde l'explorateur de solutions, la situation est celle-ci. Vous avez votre projet, votre librairie, et puis vous avez votre projet de test. D'accord? Vous avez une seule classe, qui est la classe IPTest, dans lequel, pour les méthodes que vous avez indiquées, que vous avez cochées, il va vous fournir des squelettes de test. Des squelettes de test. Bien évidemment, bon, il vous faut un. Oui, c'est ça, c'est un peu lourd. Il faut éviter. Ouais, on raccourcit en général. Enfin, dans ce que je vous ai montré, c'est pas toutes ces initialisations qui sont présentées au début. Enfin bon, on allège un peu parce que ça perturbe un peu les élèves dans le truc là pour tester que. Je sais pas quoi. Bref, et là vous utilisez l'unique classe assert et vous lui demandez soit de faire est-ce que c'est égal, est-ce que c'est pas égal, etc. D'accord? Donc le scénario, nous avons nos élèves qui ont leur classe
IP dans lesquelles j'ai tout mis en commentaire. Hein, et nous avons nos classes de tests qu'on a limitées à quelques tests. Et là, ce qu'ils peuvent faire, c'est ici, pardon, excusez-moi, exécuter les tests. Voilà. Donc ils exécutent les tests. Et puis il y en a qui sont non concluants. Alors non concluants, c'est parce qu'il y a une directive là qui dit que c'est pas implémenté. Hein. Et là, il y a un échec. Je ne sais pas pourquoi c'est un échec, bon, parce que bon, peu importe. Donc là, on a cette situation-là où tout est pourri. Et juste, si on fait par exemple... ah oui, sauf qu'il faudrait l'écrire. Bon, bref, vous me croyez, si on modifie là, si on donne le code et qu'on... Et le code qu'on va faire là, par exemple, c'est une méthode de test ne retourne rien. Hein. Donc c'est à vous ici de construire, enfin pardon, de 123.45.56.89, voilà. 546, il va pas vous voir. S'il voudra bien, il s'en fout. Et puis là, je vais insérer sur quoi? Je vais is not new, voilà. C'est le constructeur. Is not new. Target. Voilà. Voilà. Donc là, on a passé le premier test. D'accord? Donc là, l'avantage ici dans ce scénario, c'est... l'avantage dans ce premier scénario, c'est que... Enfin, dans ce scénario-là, c'est que les élèves ne sont pas confrontés à des problèmes d'entrée-sortie, d'une part, et se concentrent sur l'écriture du code qui doit réaliser des tests. Bon, puis d'autre part, j'insiste pas, vous le savez tous, dans le référentiel, la notion de test, ici test unitaire, hein, ici test unitaire, est quelque chose qu'il faut enseigner. Voilà. Ici. Oui. Encore une fois, on fournit des projets. Et elle télécharge les applications. Il faut, enfin, la classe de test, elle est faite. Eux, ils voient les tests. Là, non, rien ne fonctionne parce qu'il n'y a pas de code. Dans la classe IP, il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code. Il y a juste le projet qui charge contient le projet, la classe IP vide, et puis d'autre part, la classe de test dans lesquels les tests sont faits. Ah bien sûr, ah oui, et ils téléchargent le projet. Et eux, leur objectif, c'est de faire passer les tests. Oui, oui, oui. Non, non, moi je crois qu'il ne faut pas... sinon on mélange, enfin, on risque de mélanger tout. Surtout la syntaxe de la classe assert, elle n'est pas démentielle, mais bon... Non, on fournit. Écriture d'une classe associée. Alors l'autre scénario, c'est une classe à développer où il y a une classe cinéma qui est un conteneur d'acteurs et une classe cinéma qui est un conteneur de films, etc. Je vais passer rapidement. Donc c'est pareil, on travaille avec des DLL,
on travaille avec des DLL, on a travaillé avec une DLL dans laquelle il y a un acteur, il y a une classe acteur, dans une classe film, et puis une classe data. Voilà, une classe data. Cette classe data, elle accède au fichier XML, elle accède au fichier XML, et puis elle va à deux fichiers XML, et elle va charger quand on lui demande. Et eux, l'objectif des élèves, c'est globalement de pouvoir écrire ça, et puis les services de la classe cinéma. Hein. La classe cinéma, donc, qui est construite. Alors, nous sommes passés, vous êtes aperçus, à partir du moment où on a écrit les classes, nous avons abandonné l'instancieur statique et nous avons montré ce que c'est qu'un constructeur, hein, quand on a passé à l'écriture des classes. L'utilisation de l'instancieur statique n'est faite que dans les périodes où ils sont les clients. À partir du moment où ils écrivent des classes, nous sommes bien obligés de leur parler des constructeurs. Hein, vous voyez pourquoi il y a le new là. Donc, donc là, ils vont écrire le code de la classe cinéma, vont écrire la classe telle. Bon. L'organisation du projet, c'est pareil, vous avez d'une part une classe de test sur le projet cinéma. Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Là, vous voyez bien, à moins que vous ayez des questions à poser. Non, pas de questions. Démo dans Visual Studio, je vais peut-être passer. Voilà. Alors là, sur les tests, bon, je ne le montre pas, on reste sur les diapos. La question des tests, elle n'est pas évidente, je disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on exige des élèves? Alors, moi, je pense, il faut qu'ils sachent écrire le code d'une méthode dont on fournit le test. Je pense. Voilà, c'est le cas. Le test, il est fait, il faut qu'ils écrivent, par exemple, ici, le constructeur. Voilà. Deuxièmement, ils doivent être capables de compléter un test et écrire la méthode associée. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on leur a donné le projet, tout ça, ils n'ont plus qu'à rajouter, qu'à changer, enfin, mettre à place. Voilà. Et troisième chose, mais je crois que c'est sujet à discussion, c'est écrire un test et sa méthode. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que ça peut se faire que dans des scénarios simples, enfin, dans des méthodes simples. Parce que, notamment quand le code de la classe n'est pas écrit, il est très difficile d'envisager les tests à faire dessus. Sauf, pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils n'ont pas écrit le code, donc ils ne connaissent pas la logique algorithmique du code qu'ils ont à écrire, et donc tester ça, pour eux, ça a peu de sens. Sauf si c'est trivial. Hein. Sauf à utiliser le scénario qui a été utilisé ce matin par, je sais pas, sur les storyboards. Hein. Il y a des storyboards de tests, enfin comment dire, ce mécanisme de poser des post-it sur le mur là, hein, qui donne des fonctionnalités, qui propose des fonctionnalités, et quiconque peut décider en fait des fonctionnalités attendues par une méthode, et donc signaler que il ne faut pas que ça retourne 0, il ne faut pas que ça retourne nul. Et donc sous forme de storyboard, d'étiquettes mises au tableau, enfin j'invente un scénario là, on peut éventuellement envisager que l'élève teste tous les points critiques dans les tests unitaires, je parle. Mais dire ça comme ça, écrire un test et sa méthode, on peut se faire plaisir à écrire ça. Je dis simplement c'est que c'est pas simple. C'est pas simple pour les élèves. Exemple de scénario. Je voulais vous montrer un petit exemple très rapidement. Hein. Très rapidement. J'en ai pour 5 minutes.
un exemple de scénario pédagogique d'apprentissage de l'héritage. Voilà comment on commence. Sur ce diaporama-là, d'ailleurs. Donc, ils connaissent la classe livre et on leur explique qu'il y a un problème. C'est qu'on voudrait bien extraire, avoir tous les livres qui ont eu des récompenses, c'est-à-dire les livres contemporains, écrits après 1945. Donc. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir des récompenses et que les livres d'avant, ils n'ont pas de récompense. Enfin, ça n'existait pas, ce mécanisme-là. Donc, on veut extraire. Voilà. Et on demande aux élèves, dans le cadre de vos connaissances actuelles, on fait comment? Bon, après discussion avec les élèves, on va arriver à une solution qui est la solution classique de l'héritage par délégation. Ou, bon, excusez-moi, c'était pour eux ça. Voilà. C'est-à-dire que la classe livre contemporain, donc ils savent qu'ils ont à écrire une classe livre contemporain, cette classe livre contemporain, eh bien, elle contient une référence de livre. Voilà. Et puis, elle contient le champ privé supplémentaire. D'accord? Et puis, on a passé une heure, à coder cette classe-là, en C#. Et en fait, bon. Vous connaissez le principe, on délègue à la classe auteur les services. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça l'héritage par délégation. Voilà, bon, etc. On peut rajouter des méthodes. Bon. Voilà. J'ai triché parce que Aurélien, c'est 44. Donc, c'est pas un livre contemporain. Bon, bref. Alors, après, on leur montre le diagramme de classe qui est mis en œuvre. Hein. C'est une composition. Hein. Donc, c'est un héritage par composition. Donc, ça, ils sont capables de le faire, puisqu'ils connaissent l'association, ils savent ajouter des références, et ils délèguent à la classe livre. Et puis, c'est à ce moment-là, on leur dit quoi? On leur dit, au lieu d'écrire tout ça, parce qu'il faut réécrire tout, hein, enfin, ce dont on a besoin, il faut réécrire tout, et ce qu'on va faire, c'est, voilà, il suffit de mettre 2 points. Ah. Il suffit de mettre 2 points, voilà. Et puis, tu bénéficies de tous les services de la classe livre. Voilà, c'est facile. Hein. Et, alors, pourquoi on a fait ça? C'est parce que quand on montre l'héritage de manière classique, les élèves ils ne savent plus ce qui fait partie de la classe héritée, ce pas de la classe héritée. Là, on a complètement encapsulé la classe par l'héritage par délégation. Et la venue de l'héritage, l'héritage d'implémentation, là, il paraît naturel. C'est une autre manière, plus simple, puisque ça nous évite de réécrire les méthodes. Et voilà. C'est bien plus simple. Et ils le sentent. On a passé 1 heure à le faire, là, à écrire toutes les méthodes. Et non, je vous dis, non, vous auriez pu mettre 2 points. Bon, voilà. Puis après, bon, effectivement, il y a quelques petits problèmes qui se posent sur... Bon. Le reste, après, c'est... Bon. Après, c'est des trucs classiques sur la redéfinition. Bon. Alors, revenons à ça. Je vais terminer juste par un truc. Digression, le diagramme de classe. Pourquoi j'ai fait une digression sur le diagramme de classe? Ah oui, est-ce que tout le monde connaît l'utilisation du diagramme de classe au Visual Studio? Oui, c'est pas la peine. Ouais, ça va. Attendez, je vais quand même 30 secondes. Attendez, il faudrait que je prenne. Je sais pas si c'est là. Des fois ça s'ouvre, des fois ça s'ouvre pas.
diagramme de classe, c'est ça. C'est celle-là. Non, c'est l'autre. Bibliothèque, voilà. Enfin, pour montrer juste, c'est pour montrer comment c'est facile de mettre en œuvre un diagramme de classe, mais surtout, je crois, ce qu'on peut faire avec les élèves, et ce qu'il ne faut pas faire, enfin, à notre avis. Hein. Donc là, c'est facile, hein, vous lui demandez, quand vous êtes dans cette situation-là, vous lui demandez diagramme de classe. Je ne sais pas quel endroit, bref. Afficher le diagramme de classe. Donc il génère un fichier. Il génère un fichier qui est classe, classe diagramme 1.cd. Vous pouvez créer plusieurs diagrammes de classe pour le même projet. Hein. C'est parfois intéressant. Par défaut, voilà ce qu'il vous fournit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous pouvez masquer des champs. Là, vous pouvez masquer des champs. Vous pouvez masquer des... Là, les champs, en fait, c'est pas les champs. Oui, c'est masquer les champs, pardon. Là, on a masqué tous les champs, voilà. Vous pouvez masquer le comportement. Oui, vous pouvez masquer tous les champs. Là, vous pouvez masquer le comportement, ça va effacer tout. Vous pouvez ajouter la signature complète. C'est là-dedans, ça. Format affiché, la signature complète. Voilà. Donc là, la signature complète est proposée. Attendez, je voulais vous dire un truc. Ah oui, pour les associations, alors par contre, pour les associations, ça ne marche que si vous avez des associations fortement typées. Hein. Enfin, il va faire le dessin que si vous avez des associations fortement typées, sinon il ne va pas le faire. Enfin, donc là, par exemple, si nous, c'est notre cas, puisqu'on a travaillé toujours qu'avec des listes génériques. Hein. Si je lui dis ça, bah là c'est des listes d'acteurs. Ouais, générique. Ouais. Donc en tant que c'est l'un ou l'autre. Non, c'est pas celui-là. Donc je clique sur le ça et puis je lui dis voilà, il a fait ses petits traits. D'accord? Et il a extrait le champ. Il a extrait le champ pour le faire apparaître comme nom de l'association, nom du rôle de l'association. Voilà. Alors, on peut faire d'autres trucs. Oui, ça modifie le code. Oui, ça modifie le code. Mais, enfin. Oui, c'est sûr. Oui, tu modifies. Moi, je ne suis pas trop pour trop travailler avec le diagramme. C'est-à-dire en rétroconception, mais peu en conception. Hein, parce que sinon, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Bon, voilà. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est quoi? Je l'ai fermé. Suncastle, voilà, c'est ça. Oui, mais tu sais, dans le diagramme de classe, tu peux ajouter des champs et tout ça. Tu peux ajouter des champs. Tu peux ajouter. Ouais, moi, ça me paraît un peu. Peut-être. Moi, ça me paraît un peu pénible. Ouais. Ah ouais. Juste un dernier truc, c'est sur la documentation de code. D'accord? Alors, avant, c'était la documentation. Qu'est-ce que c'est la documentation de code? C'est prendre le fichier XML qu'on a vu tout à l'heure, le fichier XML qui était généré tout à l'heure, et puis en faire une présentation autre que celle qui apparaît dans l'intellicence, au format soit HTML, soit MSDN. Alors, avant, l'outil, c'était
Non, c'était Java. Javadoc, c'était NDoc. C'était NDoc, voilà. C'était NDoc, et puis ils ont abandonné il y a 4-5 ans. C'était pas fait par Microsoft, mais bref, ils ont abandonné le suivi de ce projet. Et puis il y a un autre projet là qui est suivi par Microsoft qui s'appelle Sandcastle. Voilà, et qui se trouve être référencé dans la doc de Microsoft. Alors, ça va être très bref. Encore plus bref. Il ne va pas se lancer. Voilà, c'est ce truc-là. Alors, ça prendra 5 secondes et demie. C'est un outil donc, qui va pouvoir... Donc là, vous avez un environnement comme ça. Vous avez ici à droite la fenêtre qui vous permet d'ajouter... travail. D'ajouter ce que vous voulez ajouter. Je ne vois plus. Pardon, excusez-moi. C'est sur le bureau. Voilà. 23 mai, donc le code. Voilà. Programmation. Laquelle c'est? Une qui est documentée. Ah oui, c'est marqué. Voilà. Voilà, je lui donne les 3. Voilà, il m'ajoute les 3 références, donc en fait, il inclut simplement le fichier XML. Au niveau de la configuration, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous faites apparaître... Alors, en gras, c'est ce que j'ai modifié, en fait. Hein. En gras, c'est ce que j'ai modifié. Ici, c'est en français. Ici, ça. Vous devez indiquer la présentation de 2010 et à un endroit donné, mais je ne sais pas si je l'ai fait là, il faut dire que c'est que du C#. Peut-être que je ne l'ai pas fait là. Sinon, il le fait en C# et en VB. L version... Je sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous faites documentation build. Voilà. Alors c'est un peu long. Hein. Et ça vous le met, alors là, c'est à paramétrer également, ça vous met dans un répertoire help. Ça vous le met dans un répertoire help qui se trouve... qui se trouve dans mes documents, voilà, c'est ça. Voilà, mais ça, vous pouvez le configurer, bien évidemment. Voilà. Et là, c'est toujours pas fini. Hein. Là, j'ai demandé en MSDN, je crois. HTML, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Oui, c'est HM.
Voilà, c'est toujours pas fini. Voilà, c'est fini. Et donc c'est un fichier compilé. Peut-être c'est ça, peut-être. Acteur data film, voilà. Alors il y a des missing que vous pouvez lever. Enfin, il met des alertes quand certains champs ne sont pas documentés, hein. Donc ça, vous pouvez le dans la configuration. Et là, non, bah, je reste en C# là. Je suis qu'en C#. Donc on a ici une doc qui est propre. Une doc qui est assez propre, avec quelques bugs encore, hein. Mais bon, voilà. L'encapsulation, c'est en fournissant le code, enfin des DLL, pardon, en fournissant. Ah bah, mais le new, on l'a fait tout de suite quand on a commencé à écrire des classes. Donc l'instancieur, il a dû. Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais ils ne sont pas passés, enfin, je suis d'accord avec toi, mais ils sont passés apparemment sans trop de difficulté parce qu'ils n'ont jamais eu à l'écrire, l'instancieur statique, puisqu'il était fourni et utilisé. C'est après quand ils écrivent. Mais c'est normal puisque oui, mais il ne me paraît pas logiquement absurde de demander à la classe de construire ses instances. Alors après, moi là, sur ce genre de cas, je rencontre un problème, c'est que confondre la classe en tant que créateur d'objets et des classes conteneurs et des listes. C'est-à-dire que pour une classe, la classe étudiante, ça contient des fichiers. Ah ouais. C'est ça que vous avez rencontré en passage. Ne pas dire qu'on ne le rencontre pas, ça serait malhonnête. C'est sûr qu'il y a toujours des élèves qui quels que soient les scénarios qu'on peut mettre en œuvre, auront toujours des difficultés. Ça, oui. Au final, l'expérience qu'on en tire. A priori, l'année prochaine.